Bonjour à toutes et à tous. En tant que président de l'Université Paris-Dauphine PSL, je suis très heureux d'ouvrir cette session des journées de la House of Finance dédiée à la question du financement de l'avenir de l'Europe, qui est une question absolument centrale. Et je suis particulièrement heureux de l'ouvrir et d'accueillir notre intervenant, Pierre Gramegna, ministre des Finances du Luxembourg, qui nous fait l'honneur de sa présence. Je voudrais tout à fait féliciter les organisateurs de la House of Finance pour ce moment et ce thème extrêmement important, et puis cette intervention du ministre des Finances du Luxembourg, qui me semble être d'un apport tout à fait crucial pour nos réflexions. L'Université Paris-Dauphine est une université dans laquelle vous trouverez des mathématiques, de l'informatique, de l'économie et de la finance, bien sûr, hein, des sciences sociales, sciences politiques et sociologie, et puis évidemment de la recherche en management, en stratégie, et puis du droit. Donc voilà, c'est une université à taille humaine, environ 8 à 10 000 étudiants, qui est insérée dans un contexte un peu plus général qu'on appelle PSL, Paris Sciences et Lettres, où nous sommes intégrés dans un établissement avec d'autres grandes institutions très prestigieuses comme l'École normale supérieure, le Collège de France et bien d'autres encore. Et donc, voilà, ces organisations de ces manifestations autour de sujets aussi d'actualité, mais aussi importants sur l'avenir de notre continent, de l'Europe, en particulier de l'Union européenne, me semble tout à fait important et crucial. Et je voudrais renouveler mes félicitations en direction des organisateurs, remercier de nouveau le ministre des Finances luxembourgeois et passer la parole tout de suite maintenant à Serge Darol, professeur d'économie, collègue et ami, et le féliciter également pour son engagement dans ces journées. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais m'associer à notre Président pour vous souhaiter la bienvenue dans notre université, aujourd'hui virtuelle, mais très active. Notre conférence du jour est le morceau de choix de nos House of Finance Days, qui est un événement de prestige qui veut en fait montrer toutes les initiatives qu'on va mener au niveau de notre université, que ce soit en termes d'enseignement ou en termes de recherche. Nous en sommes à la 6e année de cette conférence. Nous avons au total eu plus de 60 conférences. Chaque année, nous avons accueilli entre 2000 et 2500 personnes. On a eu la chance de les accueillir en physique les années précédentes et aujourd'hui en virtuel. Donc, évidemment, nous aurions aimé vous accueillir, vous aussi, dans l'amphi de notre université. Vous connaissez très bien notre ville, Paris. Vous y avez été étudiant, alors pas à Dauphine, c'est dommage pour nous, mais dans une autre université amie. Vous avez également été conseiller à l'ambassade de France, à l'ambassade du Luxembourg à Paris. Et donc, vous auriez été, je suis sûr, très heureux de revenir dans cette ville et partager avec nous votre intervention. Nous avons quand même fait énormément d'efforts pour mettre en face de vous aujourd'hui nos étudiants, les étudiants en finance de l'Université Paris-Dauphine. Donc tous les échanges qui vont suivre votre intervention se feront avec eux, avec ces étudiants, en direct et sans filtre. Je suis sûr que tous nos étudiants sauront poser les bonnes questions, parfois les plus difficiles, évidemment. Et en tant que responsable du Master Finance, je suis également sûr qu'ils feront la meilleure publicité pour nos formations et pour notre université. C'est important pour nous et c'est, Monsieur le Ministre, l'occasion, votre présence est l'occasion de prendre un peu de hauteur. Nous avons abordé beaucoup de sujets franco-français les années précédentes. Aujourd'hui, le thème de ces Days, c'est l'Europe. Et nous sommes très heureux, en fait, de vous écouter, de vous entendre sur l'importance de l'Europe pour sortir de la crise que nous traversons actuellement.
Monsieur le ministre, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour ces mots introductifs, Monsieur le Président Mahoud, Monsieur le professeur Darol. Je suis tout aussi heureux que vous de participer à cette téléconférence. Je commencerai par quelques notes personnelles. Vous avez cité le fait que j'ai fait mes études à Paris, effectivement, à l'université Paris 2. Où j'ai étudié du droit et de l'économie, et un de mes meilleurs amis à la cité universitaire, avec qui je suis toujours en contact, étudiait la gestion à Dauphine. Et il se moquait toujours de moi en disant « c'est Paris 2, c'est peut-être très très bien, mais là vous faites des sciences économiques, ça ne sert strictement à rien. Moi, à Dauphine, je fais de la gestion, ça sert à quelque chose. » Je peux vous dire qu'il a très bien réussi dans la vie. Entre-temps, il gère des supermarchés en Nouvelle-Calédonie et gagne plein d'argent. Donc, en fait, il a effectivement mieux réussi que moi, puisque dans le métier que je fais actuellement, c'est pas la raison pour laquelle on fait ce métier, bien sûr, mais les responsabilités sont énormes, surtout dans une période comme celle-ci. Une autre chose me rapproche de Paris, c'est que ma mère y est née et que le français est ma langue maternelle et la langue qu'on parlait chez nous. Et ça me permet, dans l'introduction, de dire peut-être deux mots sur le Luxembourg avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Le Luxembourg est un pays qui est un vrai laboratoire de l'Europe. Savez-vous que 47% des personnes qui vivent chez nous sont des étrangers, c'est-à-dire presque une personne sur deux, que bien sûr on y parle beaucoup de langues et que tout ça se passe dans une ambiance très chaleureuse avec absence de partis extrémistes, que ce soit à gauche ou à droite, avec une solidarité sociale énorme et je dirais en fait une paix sociale aussi, puisque les grèves sont pratiquement inconnues dans notre pays. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons être observés, outre le fait d'être une grande place financière, comme un endroit où l'Europe se vit au jour le jour. En plus de tous les étrangers, en majorité d'ailleurs ressortissants de l'Union européenne, qui vivent chez nous, les 47% dont j'ai parlé, donc pratiquement une personne sur deux, nous avons 43% de la population active qui est constituée de frontaliers, qui traversent la frontière tous les jours pour venir travailler au Luxembourg. Ça fait à peu près 220 000 personnes tous les jours qui traversent la frontière, parmi eux 100 000 Français, 100 000 Lorrains, et tout ça dans un climat que je qualifierais de vraiment excellent quand on le compare avec tout ce qu'on peut voir en Europe ou bien au-delà de nos frontières. Bon, je ne dis pas ça parce que j'ai envie de faire de la publicité pour mon pays. Ce que je viens de dire, ce sont des faits. Et comme on a rarement le temps de se pencher sur un pays comme le nôtre qui est petit, voisin de la France, proche de la France, francophone, francophile, c'est une bonne occasion aussi pour vous, les étudiants, de peut-être, après cette conférence, jeter un petit coup d'œil sur ce pays qui est si particulier et qui est ami de la France et qui est d'ailleurs un des artisans de la bonne entente et de la réconciliation franco-allemande depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous parlons la langue de nos amis allemands et la langue de nos amis français et que nous connaissons les deux mentalités. Ceci dit, je suis invité pour vous parler de l'Europe après la pandémie, de l'Europe de la finance, de l'Europe économique, du projet commun que nous construisons ensemble depuis 1957. J'ai eu le privilège d'être ministre des Finances depuis 7 ans et demi. Je suis actuellement le ministre des Finances qui est depuis le plus longtemps dans l'Eurogroupe, le doyen, et donc j'ai vécu la crise grecque, la crise de l'euro,
qui auraient pu s'en suivre. J'ai vécu dans mon premier Eurogroupe la naissance du projet de l'union bancaire, donc j'ai un certain recul. J'essaye d'avoir de la hauteur, mais en tout cas du recul sur tout ce que nous avons fait au cours des dernières années. Alors, dans les 25 minutes que vous m'avez données pour faire une introduction, et après je répondrai avec grand plaisir aux questions des étudiants, je voudrais insister dans l'introduction sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois, pour aussi jeter un regard optimiste sur ce qui s'est passé les derniers mois, la dernière année, et puis de vous décrire ce que l'Europe a fait dans cette année 2020 et début de 2021. Est-ce que l'Europe a répondu présent aux défis du Covid, de la pandémie et de la crise économique qui s'en est suivie, pour ensuite parler de la relance que nous sommes en train d'organiser et de faire fructifier ensemble. Comme vous voyez, j'ai gardé cette bonne habitude, on pourrait dire manie française, de faire un plan de partie avec une introduction. Et donc, l'introduction, c'est ce qui s'est passé de positif au cours des derniers mois. Et je crois que c'est absolument fondamental de rester optimiste, parce que c'est en étant optimiste qu'on favorise la confiance. Et l'économie, elle est basée sur la confiance. La finance est basée sur la confiance. Ça ne leur sert à rien d'être pessimiste ou de tout voir en noir. Alors, c'est une devise que je me suis donnée depuis toujours, ça doit être aussi un trait de caractère. Je n'ai donc aucun mérite peut-être d'être toujours optimiste, mais je constate qu'on a tous, dans tous les pays, tendance à insister sur le verre à moitié vide au lieu d'insister sur le verre à moitié plein. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois de positif? Eh bien, moi, je vois trois choses. La première, elle est fondamentale, elle est au cœur des réflexions de tous les dirigeants européens actuellement, c'est la chose suivante. Il y a 6 mois, en été, on nous disait, pour faire un vaccin efficace contre le Covid, il faut 2 à 3 ans. Rappelez-vous de ça. Il faut 2 à 3 ans. Ça veut dire que si cette prédiction avait été correcte, nous serions aujourd'hui en train de discuter comment, pendant les 2 prochaines années, nous allons gérer la pandémie. Nous ne sommes plus du tout dans ce scénario, puisque nous sommes en train de gérer la sortie de la pandémie grâce au vaccin. Mais on a tendance à l'oublier, et donc on se chamaille, chacun au niveau national, parfois à l'échelle européenne, parfois même à l'échelle planétaire, sur le fait que les vaccins n'arrivent pas assez vite, sur les problèmes d'organisation qui sont certes réels, mais rappelons-nous que nous allons sortir cette année de cette pandémie. Donc, restons optimistes. Le pire n'est jamais certain. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons trouvé un accord avec le Royaume-Uni contre toute attente, le 24 décembre dernier. Là aussi, les Cassandres étaient nombreux et on nous prédisait qu'un accord serait impossible, que ce serait une catastrophe. Alors, de nouveau, le pire n'est pas arrivé, en ce sens que nous avons, grâce à cet accord, limité les conséquences néfastes de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui date déjà d'une année plus tôt, mais aussi de la fin de la période transitoire qui était l'année 2020, sans qu'on ait 50 km de queue de camions du côté français et du côté britannique. Je ne dis pas que cet accord soit parfait, il est loin de l'être, d'autant plus qu'il ne s'adresse pas à certains sujets qui auraient dû faire partie de la négociation et qui ont été laissés de côté. Je vais y revenir dans quelques instants, mais constatant néanmoins qu'on a finalement trouvé un accord et tout le monde était d'avis que le pire eût été d'avoir une période de transition qui arrive à sa fin sans aucun cadre juridique et international pour gérer les relations futures. Et d'ailleurs, nous nous rendons compte aujourd'hui que
2 mois après cette sortie définitive et la fin de la période de transition, que les relations avec le Royaume-Uni deviennent très difficiles. Très difficiles. Des sujets arrivent à l'horizon et posent des difficultés au jour le jour, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur la réglementation britannique. Et sur un sujet qui est celui des services financiers, nous constatons que ce sujet ne faisait pas partie du mandat de négociation et que nous ne savons pas encore aujourd'hui, et ça on est en plein dans le sujet avec le master qui est en cours et auquel je m'adresse, comment vont être réglées au cours des prochains mois et des prochaines années les relations entre le continent européen, l'Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne les services financiers. L'intention existe de faire un mémorandum entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui aurait pour vocation de créer un dialogue structuré, permanent, prévisible, autour d'un système d'équivalence entre la législation britannique et la législation européenne. Ce système d'équivalence existe déjà sous forme totalement embryonnaire actuellement dans l'Union européenne et est utilisé au cas par la Commission avec les États-Unis, avec Singapour, avec la Suisse de temps en temps, avec le Japon. Mais ce n'est pas un dialogue régulier, structuré. Pourquoi aurions-nous besoin de quelque chose de plus stable avec le Royaume-Uni? Parce que très simplement, si vous faites une photo de la législation britannique aujourd'hui sur les services financiers, elle est exactement la même que celle de tous les autres pays de l'Union européenne. Donc, le point de départ est un autre. Tandis qu'avec les autres pays avec lesquels on a des accords d'équivalence sur certains sujets, eh bien, ce sont des pays qui ont leur propre législation, leur propre cadre, leur propre pratique. C'est donc un enjeu important avec le Royaume-Uni. Et c'est d'ailleurs important pour les deux côtés. Et c'est la France et les dirigeants français. Est-ce que nous voulons que le Royaume-Uni reste relativement ancré à la législation européenne, d'un côté, ou préférons-nous voir la place financière de Londres s'éloigner comme un iceberg dans l'Atlantique et se rapprocher de New York, que se rapprocher d'autres places financières? C'est un enjeu à double tranchant. On peut gagner dans la première hypothèse, tout comme on peut gagner dans la deuxième. Mais si nous n'organisons pas ce dialogue structuré, si nous, Européens, à 27, décidons de jouer la carte de la rupture, eh bien, on aura cette rupture. Et la place financière de Londres est la plus grande place financière du monde pour l'instant. Elle sera peut-être affaiblie. Mais ne croyons pas, nous, Européens sur le continent, qu'affaiblir Londres signifie automatiquement renforcer les places financières du continent. Nous avons vu dans le contexte du Brexit qu'une série d'acteurs qui n'avaient pas de présence crédible et une présence avec de la substance sur le territoire européen ont dû prendre des décisions au cours des dernières années pour se renforcer, pour avoir des filiales dans le marché unique européen et de là pouvoir profiter de ce marché unique et donc se développer. Et qu'avons-nous constaté? Eh bien que, en fait, 4 ou 5 places financières d'Europe ont bénéficié de ce repositionnement. C'est vrai pour Paris, c'est vrai pour Amsterdam, Francfort, c'est vrai aussi pour Luxembourg. Ça a montré que nous avons tous, sur le continent européen, des spécialisations. Par exemple, les banques d'affaires se sont plutôt renforcées à Francfort. HSBC a choisi de se renforcer considérablement en France. Pour le Luxembourg, c'est surtout les fonds d'investissement, les management companies et les assurances qui se sont renforcées sur le continent européen à travers Luxembourg. De même pour la gestion de fortune, où certaines banques ont mis leur headquarter, ou disons leur siège principal pour ces activités au Luxembourg. Pour la bourse, c'est plutôt Amsterdam, etc. etc. Qu'est-ce qu'on voit donc? Que nous avons des places financières européennes qui sont compétitives, qui sont bonnes, mais personne n'a une place financière tous azimuts 360 degrés comme Londres. Est-ce que, alors, la conclusion qu'il faut en tirer, est-ce que nous avons intérêt à garder des passerelles importantes avec Londres, ou là où il y a des autoroutes, avec l'accès automatique et généralisé au marché unique,
Ou est-ce qu'il vaudrait mieux être considéré, le Royaume-Uni et Londres, comme un État tiers, ce qu'il est, avec lequel on cultive des relations d'égal à égal, certes, mais à équidistance, comme on le fait avec d'autres pays dans le monde. C'est une question extrêmement importante qui a des répercussions sur les prochaines années. Vous avez compris qu'en tant que ministre des Finances luxembourgeois, nous préférerions avoir une place financière de Londres bien attachée, bien connectée avec l'Europe dans notre propre intérêt. Ce n'est pas pour faire plaisir aux Anglais et à Londres, mais dans notre propre intérêt. La troisième chose positive qui s'est déroulée devant nos yeux au cours des derniers mois, c'est que, et ce n'est pas un commentaire politique, c'est que le nouveau président des États-Unis croit au multilatéralisme. C'est une information, c'est pas un scoop ce que je donne, mais c'est fondamental. Ça change complètement la donne. Alors il faut garder cela à l'esprit. Alors cela ne veut pas dire que je préfère les républicains aux démocrates ou l'inverse. Qui suis-je ou qui serais-je pour avoir la prétention de dire qu'un parti est mieux qu'un autre dans le pays le plus puissant du monde? Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le multilatéralisme. Et nous avons en face de nous maintenant un président qui prône, je dirais, une résurgence du multilatéralisme qui avait été mis en berne. Et c'est bien pour l'Europe. Nous qui sommes, nous les 27 pays, le pur produit du multilatéralisme, nous qui nous rendons compte, du moins je l'espère, j'espère que les étudiants aussi s'en rendent compte, que l'Europe n'a que peu de chances de jouer un rôle sur la planète que si elle agit de concert sur toute une série de sujets. Donc voilà les trois bonnes nouvelles avec lesquelles je voulais commencer avant de parler de la réponse que l'Europe a donnée à la pandémie et la réponse commune qu'elle a donnée à la crise économique qui s'en est suivie. Le 9 avril 2020, dans la nuit, nous avons trouvé un accord entre ministres des Finances à 27, donc c'était Eurogroupe plus les autres membres de l'Union européenne, donc à 27, sur trois mesures rapides, mesures d'urgence, mais considérables, pour mettre à disposition 540 milliards d'euros sous forme de trois programmes qui sont le programme SURE, S-U-R-E, qui est un programme de 100 milliards destiné à cofinancer les programmes de chômage partiel dans les pays de l'Union européenne. C'est financé en grande partie par des emprunts sociaux, social bonds, qui sont d'ailleurs cotés à Luxembourg. Et c'était un des premiers actes de solidarité en conséquence de la pandémie. Le deuxième programme, c'est 240 milliards d'euros accessibles presque sans condition au mécanisme européen de stabilité. Et le troisième, c'est 200 milliards de cautionnement que rendent possible des fonds mis à disposition par la Banque européenne d'investissement. Donc ça, c'était une réponse extrêmement rapide. Alors, oui, la pandémie a commencé en février-mars. On a répondu le 9 avril. En termes de rapidité de réaction européenne, je vous dis, c'est phénoménal. On a mis quelques semaines à se mettre d'accord, mais c'est remarquable. Le Luxembourg a été un des signataires d'une lettre de 9 premiers ministres dès le mois de mars, appelant à plus de solidarité européenne dans le sillage de cette pandémie. Nous étions le seul pays AAA à le demander. Vous pouvez bien imaginer que les autres pays qui demandaient ça étaient les pays plutôt méditerranéens, les pays à haut endettement qui avaient effectivement besoin de cette solidarité, qui a été encore renforcée avec l'accord de juillet des premiers ministres pour créer le fonds de relance et de résilience de 750 milliards d'euros. Donc, vous voyez que l'Europe a répondu présent. 750 milliards d'euros, et j'insiste, et c'est peut-être une chose dont on ne mesure pas très bien encore les conséquences, c'est d'un côté de la solidarité européenne, puisque les pays qui souffrent
peut-être moins de la pandémie ou des conséquences, où les pays qui ont de la marge de manœuvre financière, comme c'est le cas du Luxembourg, de l'Allemagne et du pays du Nord, s'engagent à travers ce fonds de solidarité et résilience de financer beaucoup plus qu'ils ne tirent eux-mêmes de ce fonds de relance. Un pays comme l'Italie va recevoir sur les 750 milliards, 200 milliards. Le Luxembourg va recevoir 93 millions d'euros et multiple important de cette somme dans ce fonds de relance, et c'est bien ainsi. Mais cette relance, cette solidarité était fondamentale. Je souligne aussi que pour la première fois dans l'histoire, tant avec le programme SURE dont j'ai parlé au début, qu'avec ce fonds de relance et de résilience, l'Union européenne peut s'endetter au nom de l'Union européenne et bénéficier du AAA luxembourgeois, allemand et d'autres pour s'endetter à un taux très favorable qui bénéficie à des pays qui ne l'ont pas. Donc, vous voyez, cette solidarité, elle est multiple et elle a été décidée assez rapidement et il faut s'en féliciter. La deuxième chose qu'il faut souligner, et ça prend toute sa valeur, si on regarde le fonds de solidarité par rapport à ce que vient de décider le président américain pour les États-Unis. Alors, j'ai déjà entendu des commentaires du style les Américains font un programme de 1600 milliards d'euros ou 1900 milliards de dollars. C'est naturellement beaucoup plus que ce que fait l'Europe. Et là, on compare des pommes et des poires, parce que ce que font les États-Unis, c'est de venir en aide aux ménages, aux personnes physiques, aux États-Unis en leur faisant un chèque de 1400 $. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas un système de protection sociale aux États-Unis qui ressemble un tant soit peu à ce que nous connaissons en Europe. En Europe, si vous perdez dans cette crise votre travail, vous bénéficiez du chômage partiel. Et vous avez un salaire de remplacement qui couvre 3/4, enfin un peu plus, un peu moins de votre salaire. En Amérique, vous perdez votre emploi, vous n'avez rien. Donc les 1400 $ qu'on va verser une fois là, au ménage américain, et d'ailleurs le président Trump avait fait quelque chose de similaire, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que nous faisons en Europe avec notre filet social, dans tous les pays. Donc ça, on peut le comparer. Et d'ailleurs, je peux vous garantir que si on mesurait tout ce qu'on a mis dans, ne serait-ce que dans le chômage partiel, dans tous les pays, on arrive à des chiffres aussi tout à fait colossaux. Mais les 750 milliards d'euros qu'on a mis dans le fonds de relance et de résilience, eh bien, ça, c'est pour reconstruire une Europe plus forte, favoriser l'innovation et surtout la double transition verte et digitale, j'y viendrai dans un instant. Donc, il faut être conscient que ce que nous avons mis en place est assez exigeant en ce sens qu'il y a des conditions attachées et que le but, c'est d'améliorer nos infrastructures, d'améliorer notre innovation et ainsi favoriser une relance qualitative. D'ailleurs, le président Joe Biden avait comme slogan, et je l'ai moi-même repris souvent quand je parle en anglais, « Build Back Better ». On comprend qu'il s'agit de ne pas reconstruire à l'identique, tout simplement de déverser de l'argent sur l'économie comme on le faisait avant. Donc il faut tirer les leçons de la crise, il y en a beaucoup, on y viendra certainement dans les questions-réponses. Et d'où cette réponse européenne que je trouve tout à fait intelligente et solidaire et qui a des bonnes proportions. J'en viens maintenant à ma dernière partie, donc la croissance qualitative, la double transition, la transition climatique verte d'un côté et la transition digitale. Vous savez que dans le plan de relance et de résilience, la Commission exige que 37% des projets, des investissements doivent être consacrés à la transition verte, c'est-à-dire à l'environnement et au climat, et 20% à la transition digitale. Alors, commençons par la transition digitale. L'Europe est dans ce domaine en retard. Il faut le dire très clairement, il faut en être conscient. Si vous regardez les startups
dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si vous regardez dans le monde des paiements, dans l'innovation dans le paiement, les acteurs principaux ne sont pas européens. Si vous regardez l'utilisation de l'euro, mis à part l'euro vert, j'y viendrai, nous sommes dépassés par d'autres. Prenons par exemple le paiement. Il y a par exemple, je pense que c'est une des questions qui est posée, mais j'y viens déjà un peu, il faudrait des initiatives européennes sur le sujet, sur les cartes de crédit pour avoir des concurrents crédit face à Visa et Master. Mais est-ce que ça, c'est pas déjà une bataille perdue d'avance? Et est-ce que ce n'est pas déjà une vieille technologie? Et est-ce qu'il faut s'attendre à des initiatives des États pour répondre à ces défis, ou est-ce que c'est le secteur privé qui s'en occupe? Quand je regarde Alibaba, Alipay pour la Chine, ou TikTok, ou si je regarde Amazon, on voit bien que ce sont les super champions, mais qui sont nés de l'initiative privée, qui dominent le marché. Alors, je ne suis pas excessif, je ne suis pas trop pessimiste sur le sujet. Nous avons quelques succès aussi. Nous avons surtout toujours été très bons, il faut le dire, dans l'élaboration de règles. Alors vous me direz, c'est pas avec l'adoption de règles qu'on a des succès commerciaux, mais il est clair que dans tout ce qui est digital, l'Europe est en avance avec sa directive sur la protection des données, qui, soit dit en passant, est déjà dépassée et devra être retravaillée. Ça, il y a déjà un consensus sur ce sujet à la suite de la pandémie et ce qu'on apprend de la nouvelle économie. Mais certes, nous avons là un système assez évolué. Nous étions des pionniers dans les services de paiement en termes de réglementation. Nous le sommes encore. Et c'est grâce à l'Union européenne que nous sommes capables de développer des règles communes sur lesquelles s'appuieront les 27 États membres, règles communes qui parfois sont même copiées ou utilisées par les pays tiers. Je pense, entre autres, par exemple, des fonds d'investissement où le standard européen est un standard. Donc, dans la digitalisation, on a besoin de plus d'investissements publics et on va le faire à travers le fonds de relance et de résilience. Chaque pays, bien sûr, à l'échelle nationale, peut en faire autant. Et soyons réalistes, nous avons là un retard à combler, que ce soit aussi dans les super ordinateurs, etc. Je ne rentre pas dans les détails, dans les data centres, dans les nuages, les clouds, etc. Mais heureusement, l'Europe en est consciente et l'Europe est une partie de la solution. Une autre chose qui me permettra de passer au dernier point, qui est celui de la croissance soutenable et verte, c'est de réaliser que l'Europe réagit différemment à cette crise par rapport à la crise de 2008. En 2008, l'Europe entière, l'Union européenne, surtout l'Eurogroupe, s'est focalisée sur la discipline budgétaire et a mis la priorité là-dessus. Je peux l'expliquer, la crise économique de 2008-2009 venait d'une crise financière, crise des banques, les crédits douteux, les créances douteuses, etc. Et donc, il y a eu ce réflexe de dire qu'il faut assainir le monde bancaire, d'où l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux, etc. Mais en même temps, ce besoin d'avoir une stabilité financière exemplaire. Ce qui a fait que nous avons, en 2020, si on regarde en arrière, pas réussi à avoir un niveau d'investissement suffisant en Europe équivalent à celui qu'on avait avant la crise de 2008. Donc, nous avons souffert pendant 12 ans, de 2008 à 2020, une insuffisance d'investissement. Nous ne voulons pas commettre à nouveau cette erreur. Moi, j'ai toujours plaidé en faveur des investissements pendant toutes ces 7 années. D'ailleurs, dans notre pays, nous avons continué à investir beaucoup. Nous étions une exception à la règle. Il faut investir davantage. Dans cette crise, on a tiré les bonnes conclusions de ce qui s'est passé il y a 12 ans. Les banques sont d'ailleurs une partie de la solution puisqu'elles sont en nettement meilleure santé. Donc, le secteur privé, les banques peuvent favoriser plus d'investissement, mais l'investissement public aussi doit être
être conséquent. Et d'un point de vue qualitatif, la priorité est absolument donnée. Il faut s'occuper du défi climatique et de l'environnement. Nous le faisons au Luxembourg aussi depuis un certain temps. Laissez-moi insister tout simplement sur deux, trois choses. Un, l'Union européenne est leader sur ce sujet d'un point de vue politique évident. Nous sommes la partie du monde qui est le plus consciente et mobilisée pour agir sur le climat. Nous nous sommes donné des objectifs très ambitieux, moins 55% de réduction d'ici 2030, et être neutre climatiquement en 2050. Et c'est d'ailleurs les objectifs de l'accord de Paris de 2015. Nous sommes les plus ambitieux là. Nous le faisons parce que nous voulons sauver le climat et la planète, mais en le faisant, nous nous aidons nous-mêmes et nous dotons d'une économie apte à reprendre ce défi. Deuxième chose, il faut que la finance soit soutenable. C'est-à-dire qu'il faut que le monde des affaires, le monde financier accompagne cela. En d'autres termes, on devrait avoir davantage de green bonds, d'obligations durables, que ce n'est le cas aujourd'hui. Et il faut aussi créer le cadre juridique. Nous l'avons fait avec la taxonomie européenne, on y reviendra peut-être, à l'image de ce que je disais sur les paiements, sur d'autres sujets, sur la protection des données. L'Europe est en avance sur les règles à se donner, parce qu'il ne s'agit pas de faire du greenwashing, c'est-à-dire de donner l'impression qu'on fait quelque chose qui est bon pour l'environnement ou le climat, il faut le faire réellement. Il faut que le secteur privé s'inspire de ces règles, et en fait que le secteur privé, ensemble avec le secteur public, finance cette transition verte, cette transition climatique. Les États, et j'arrêterai là pour ne pas être trop long, les États peuvent mobiliser des milliards, mais pour réussir la transition climatique, il faut des milliers de milliards. Donc vous comprenez bien que les milliers de milliards, ce n'est pas les États qui pourront les mobiliser, donc il faudra cette interaction entre le public et le privé autour de la finance soutenable. J'aurai l'occasion peut-être dans les questions et les réponses d'y revenir plus en détail. Mais nous, au Luxembourg, on y croit dur comme fer. L'euro, aujourd'hui, correspond à peu près à un quart de l'utilisation dans les transactions mondiales, mais l'euro est clairement leader dans les obligations vertes. Donc, si vous voulez, dans la finance verte, l'euro est leader. La bourse verte du Luxembourg, qui cote des obligations durables, cote plus de la moitié de toutes les obligations durables à l'échelle mondiale. Donc, vous voyez bien que nous sommes, en tant que Luxembourg, mais en tant qu'Europe, bien positionnés sur la finance soutenable. C'est pas, comme pour terminer sur un anglicisme, un nice to have, la finance durable, mais c'est une absolue nécessité, c'est un must. Voilà. J'arrête là et je suis dans vos mains pour les questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir partagé votre vision européenne en fait, de la crise actuelle. Merci aussi pour avoir partagé votre optimisme, qui est quelque chose de très important. Effectivement, la finance et l'économie vont avoir besoin de cet optimisme en fait, pour trouver les bonnes voies de sortie de crise. Donc, la suite de cette conférence sera articulée autour d'une série de 9 questions qui vous seront posées par différents étudiants du master en finance de notre université. Ce master en finance accueille plus de 650 étudiants, donc on n'a évidemment pas pu donner la parole à tous les étudiants. On en a sélectionné un certain nombre en fonction de la qualité et de la pertinence de leurs questions. Donc, une première série de questions va poser sur l'économie en général, les aides aux entreprises et le financement de ces aides. Donc, je passe la parole à Philippine pour la première question dans cette catégorie. Bonjour, Monsieur le Ministre. Merci d'être parmi nous aujourd'hui à cette conférence organisée par Dauphine. Je m'appelle Philippe Guy, je suis en finance à Dauphine sur le campus de Tunis, Tunisie. Ma première question est la suivante. Patrick Artus et Olivier Monstré ont proposé récemment un livre intitulé L'économie post-Covid, où ils repensent notre économie autour de 8 points, tels qu'un poste énergétique, une décentralisation l'économie, et selon vous, doit-on
de défendre de façon individuelle de manière efficace. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, monsieur. Merci pour cette question, madame. Effectivement, les deux auteurs de ce livre, que sont Monsieur Pastré et aussi Patrick Artus, proposent 8 mesures pour sortir de la crise. Je ne vais pas pouvoir répondre ou les reprendre de toutes les 8 parce que ça nous mènerait trop loin. J'oserais dire 2 choses simples. La première, c'est qu'il faut travailler et produire mieux. Et la deuxième, c'est qu'il faut travailler et produire plus. Travailler et produire mieux, ça veut dire innover, ça veut dire le fonds de relance et de résilience, ça veut dire les investissements publics et privés dans l'innovation et rattraper certains retards que nous avons par rapport à nos concurrents. Et puis, se rendre compte que, et là je ne suis peut-être pas toujours aligné avec les auteurs, que l'on peut toujours améliorer les filets de protection, améliorer de protection sociale, que ce soit la protection contre le chômage, on peut toujours augmenter le pouvoir d'achat des personnes, mais cela n'est toujours possible que si on a suffisamment de valeur ajoutée. Et il ne faut jamais perdre cela de vue. Vous savez, en 7 ans et demi, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants politiques, beaucoup de syndicalistes, et je dois constater qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas utiliser le mot entreprise. Alors, je sais que Dauphine est une université qui est très proche des entreprises, et je ne le dis pas pour vous plaire, mais je le dis parce que j'y crois fondamentalement. Sans entreprise qui allie le capital au savoir-faire et au travail des hommes et des femmes, on ne crée pas de valeur ajoutée. Donc, il ne faut jamais perdre cela de vue et donc allier cela à une meilleure compétence des gens, c'est le secret. Donc, il faut plus d'innovation, plus d'investissement, comme je le disais tout à l'heure, pour rattraper le retard que nous avons accumulé au cours des 12 dernières années, d'un côté. Deuxièmement, donc travailler mieux, travailler plus, avoir des formations de meilleure qualité, faire ce qu'on appelle le reskilling en anglais, c'est-à-dire adapter les personnes aux besoins de l'économie, besoins qui évoluent extrêmement vite. J'ai passé quelques temps, j'ai été 6 ans ambassadeur de Luxembourg au Japon il y a maintenant une vingtaine d'années. Il y avait là-bas le modèle, ce qu'on appelait le modèle Toyota. Vous entriez chez Toyota à 20 ans et vous en sortiez à 60 ans. Vous aviez la garantie de l'emploi pendant 40 ans. Les Japonais ont réussi à garder le principe. Mais ceux qui rentrent dans Toyota à 20 ans, à 60 ans, ils font absolument plus la même chose que ce qu'ils faisaient à 20 ans. Donc, la nécessité de s'adapter aux besoins est fondamentale. Et je terminerai en disant que c'est une statistique que j'ai déjà vue à plusieurs reprises et qui est confirmée dans les faits, c'est qu'un quart des métiers dont on aura besoin dans 5 ans n'existent pas aujourd'hui. N'existent pas aujourd'hui. Donc, à Dauphine, vous faites un master, c'est 2 ans qui s'ajoutent à 3 ans d'université. Donc, dans votre scolarité universitaire, quand vous commencez votre scolarité universitaire, quand vous aurez fini votre master après 5 ans, eh bien, là, il y aura des besoins qui étaient inconnus quand vous avez commencé vos études universitaires. Alors, je ne dis pas ça, mais je vous dis, c'est comme ça. Et puisque c'est comme ça, eh bien, il faut soi-même s'adapter. Le télétravail ou l'enseignement à distance, ce que nous faisons, l'enseignement, ce qu'on fait là, on échange des points de vue, on échange des expériences.
C'est formidable. C'est un gain de productivité extraordinaire. Si j'aurais préféré venir vous voir et être sur place, j'aurais, entre guillemets, perdu 7 à 8 heures de transport en comptant l'aller-retour. J'aurais vraisemblablement passé une nuit à Paris, ce qui aurait été très très chouette. J'aurais vraiment préféré. Ça aurait coûté à mon gouvernement une nuitée, un restaurant, etc. C'est un gain de productivité extraordinaire. Alors, de là à dire que je voudrais toujours vous rencontrer en téléconférence, non, je ne suis pas d'accord. J'espère que la prochaine fois, je pourrai être sur place. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez souligné l'importance des entreprises, et notamment dans les grandes transitions qui sont devant nous. La deuxième question de Paola va poser aussi également sur les aides aux entreprises. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, Paola Loret-Dornano, je suis en deuxième année de master donc à Dauphine dans le parcours Research in Finance. Et ma question est la suivante, donc au vu des conditions actuelles et des mesures qui sont prises pour tenter de réduire le nombre de contaminations, donc avec notamment la fermeture de nombreux commerces, mais aussi la grande incertitude concernant notre futur, tant sur le plan sanitaire qu'économique, pourriez-vous nous donner votre ressenti sur le futur des entreprises ayant bénéficié des divers prêts et aides mis en place par l'État? Pourront-elles vraiment les rembourser un jour et ne sommes-nous pas en train de nous diriger vers une zombification à grande échelle de notre économie? Vous pouvez répéter le dernier morceau de la question? Je n'ai pas bien entendu la dernière phrase. Alors, c'est donc pourront-elles vraiment les rembourser un jour et ne sommes-nous pas en train de nous diriger vers une zombification à grande échelle de notre économie? Ah, c'est le mot zombification que je n'avais pas bien entendu. Oui, je connais ce terme qui veut dire des sociétés zombies qu'on tient en vie de manière artificielle. Alors, nous avons tous été confrontés, les pays de l'Union européenne et même du monde, à cette problématique. Alors, c'est peut-être important de mettre ça en contexte. J'y ai fait allusion déjà tout à l'heure. En Amérique ou en Chine, si votre entreprise a des difficultés, elle licencie. Elle licencie, vous perdez votre boulot et 9 fois sur 10, vous n'avez pas d'indemnité. C'est un mécanisme complètement différent de faire fonctionner une économie. Je donne un autre exemple que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Jusqu'à récemment, j'allais très fréquemment en Chine. Lorsqu'il y a trop de pollution en Chine, par exemple autour de Pékin, le gouvernement décide parfois de dire bon, ben, les entreprises vont rester fermées pendant 2 semaines. Chose que j'ignorais. Eh bien, les employés, les salariés qui donc n'ont pas le droit d'aller travailler puisque l'entreprise est fermée, eh bien, ils ne sont pas payés. Ils ne sont tout simplement pas payés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas que ce soit bien, mais je veux dire qu'il faut qu'on réalise que notre modèle européen est très particulier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais comme ils ne sont pas payés, ben, ils vont faire des petits boulots à côté. Ils vont se rendre utiles pour avoir un peu d'argent en poche pendant les 2 semaines où ils ne gagnent rien. Nous, en Europe, on part d'un point de vue complètement différent. Nous avons des assurances chômage partout, et j'insiste, je trouve ça très bien. D'ailleurs, le système de chômage partiel est une des choses les plus intelligentes qu'on ait découvert au cours des 20 dernières années. D'ailleurs, c'est un système qui a été plus ou moins inventé, me semble-t-il, en Allemagne, peut-être dans un pays scandinave, que le Luxembourg a copié aussi très tôt, il y a déjà une vingtaine d'années, et qui venait de la réflexion suivante. Lorsque vous êtes dans un secteur cyclique, prenons l'industrie, prenons l'acier que nous connaissons bien. Le Luxembourg est toujours un des plus grands producteurs d'acier par tête d'habitants au monde, peut-être même encore le plus grand. Nous produisons 3 millions de tonnes d'acier. ArcelorMittal a son siège à Luxembourg. Eh bien, dans ce secteur-là, les fluctuations cycliques ont toujours existé. Et le risque existe que quand vous avez une baisse de conjoncture, vous licenciez les personnes. Ça on l'avait il y a 30, 40, 50 ans, bon, elle tombait dans le chômage. Et au lieu de faire ça, on dit depuis 20 ans, mais non, on va les garder dans l'entreprise, l'État paye 70, 80% du salaire, et dès que l'économie repart, eh ben, les personnes sont toujours dans l'entreprise. Donc, c'est une mesure très intelligente qui existe maintenant dans presque tous les pays d'Europe. En Espagne, ça n'existait pas, ils l'ont introduit dans la crise, ils sont très très contents de ce résultat. Grâce à cela, le taux de chômage en Europe, dans cette crise, ont très peu augmenté, beaucoup moins qu'aux États-Unis. Beaucoup moins qu'aux États-Unis. Mais je vous assure qu'aux États-Unis, la résorption du chômage va aller de nouveau beaucoup plus vite. D'ailleurs, le taux de chômage aux États-Unis est 4% aujourd'hui.
4%. Quand j'étais étudiant sur les bancs comme vous, le chômage en Europe était la moitié des États-Unis. Les États-Unis avaient un chômage de 8 à 10% au début des années 80 et nous, en Europe, on avait la moitié. Et nous disions en Europe à l'époque, nous acceptons d'avoir une économie qui soutient plus, qui a un filet de protection plus grand, et grâce à ça, on a un taux de chômage plus bas. Aujourd'hui, nous avons le filet de sécurité et le double du chômage au moins des États-Unis. Ça doit quand même nous faire réfléchir. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est que le chômage partiel est une très très bonne chose. Les aides aux entreprises, nous en avons fait. Il y en a, à mon avis, il faut distinguer 3 choses. Les prêts remboursables, donc des prêts qu'on donne, que l'État favorise avec garantie pour les entreprises afin qu'elles puissent repartir, pour qu'elles investissent en quelque chose de productif, ça c'est fondamental, c'est très bien. Puis il y a des aides non remboursables qui sont des aides ponctuelles. Et là, à mon avis, il faut distinguer entre les secteurs qu'on a fermés de par la loi, je prends les restaurants. Là, il faut absolument les aider à traverser le tunnel. Si vous interdisez à quelqu'un de gagner l'argent, parce que vous le fermez de manière administrative, il faut l'aider davantage qu'un secteur, prenons les bouquinistes, les fleuristes, prenons des secteurs qui ont souffert moyennement par rapport au restaurant, bah, il faut les aider moins, il faut que ce soit proportionnel. Et là, c'est pas de notre liste, il faut faire en sorte que le système du chômage partiel n'amène pas la zonification. Et comment le faire? Alors au Luxembourg, nous avons eu une idée qui a l'air de marcher à peu près bien, c'est de permettre aux entreprises de mettre les personnes ou une partie du personnel en chômage partiel, mais de aussi recevoir une prime si elles reprennent partiellement leur activité. Donc, nous avons un système double. Donc, si vous êtes, par exemple, on ne va pas prendre le restaurant, puisque là, ils sont carrément fermés, on va prendre, voilà, l'événementiel, qui peut, chez nous, fonctionner à moitié. Vous leur dites, si vous avez besoin de mettre 50% des gens en chômage partiel, très bien, ces personnes, elles sont prises en charge par le chômage partiel. Les 50% qui travaillent encore reçoivent une prime qui est beaucoup moindre que le chômage partiel, mais c'est une prime qui les encourage à fonctionner. Si vous n'aviez pas cette prime, il serait vraisemblablement, pour cette société qui fait de l'événementiel, plus intéressant de rester fermé le plus longtemps possible, parce qu'il y a un passe. Ok. Prochaine question. On a parlé beaucoup d'aides publiques aux entreprises et notamment du chômage partiel. Ces aides, il va falloir les financer. Et notamment, une des manières de financer ces aides, c'est d'émettre de la dette. Et on a une question de Lucas sur le sujet. Oui. Bonjour Monsieur le Ministre et merci beaucoup pour votre temps. Je vous présente rapidement Lucas Franchet, étudiant en Master 225 d'ingénierie financière. Moi, j'ai une question concernant le remboursement de l'emprunt européen. Il y a notamment une stat qui est sortie en France sur le remboursement des PGE. Où il faudrait que les entreprises multiplient leur rentabilité par 2 pour pouvoir rembourser les PGE en France. Si on se concentre aujourd'hui sur l'échelle européenne, comment vous pensez que cet emprunt va être remboursé? Et est-ce que une augmentation des impôts au niveau européen pourrait être une solution selon vous? Oui, merci pour la question. C'est un plaisir d'être avec vous. Je crois que augmenter les impôts, quels qu'ils soient en cette période, serait un poison pour l'économie et serait un poison pour la santé physique et mentale des consommateurs. Je dis ça parce que on a beaucoup appris aussi de la dernière crise de 2008. J'ai fait allusion tout à l'heure. La meilleure manière de rebondir quand on a eu une chute du PIB importante, comme ça a été le cas l'année dernière, c'est de faire repartir la machine. Alors c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais je pense qu'avec un élan de croissance nouveau et qualitatif, j'en ai parlé, on peut
combler ce trou qui s'est creusé tant pour les finances publiques que pour les entreprises. Je peux prendre une autre image. Si vous prenez un être humain qui, à cause de la famine, ne se porte pas bien, a perdu 20 kilos, j'improvise là, mais ça me vient à l'esprit. Et lorsque, voilà, petit à petit, il y a de nouveau assez de nourriture, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui dire, écoutez, là, on a souffert de famine, on va vous donner un peu plus à manger, mais y aller tout doucement parce que peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, on aura un problème de famine à nouveau, donc on va refaire de la croissance, mais lentement. Ça peut être un choix. Mais la probabilité est que, après 1 an, cette personne qui avait perdu 20 kilos, elle en a repris 10, et son rendement de cette personne, eh bien, il n'est encore pas comme avant la crise, avant la famine. Ici, c'est la même chose. Donc, je crois qu'on peut faire pas mal de rattrapage avec la croissance, si elle est qualitative. Et après, je pense qu'il y a un problème si vous retenez une chose de ce que je vais dire, c'est celle-ci. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas. Grâce au taux d'intérêt très bas de la Banque Centrale Européenne, nous pouvons financer cette croissance avec des taux d'intérêt extrêmement bas, près de 0 pour la plupart des pays. Donc, ça coûte très peu cher d'investir, de s'endetter, surtout si on utilise la dette pour des investissements, pas pour des dépenses courantes. Donc ça, c'est fondamental et c'est une bonne chose. Donc ça, c'est très, très bien. Mais est-ce qu'on peut continuer cette politique de taux d'intérêt très, très bas pour toujours? Eh bien, ça pose une question qui, pour l'instant, n'est pas adressée, et je comprends pourquoi. C'est que ça creuse les inégalités. Pourquoi? Pourquoi des taux d'intérêt bas creusent les inégalités? Mais pour une raison très simple. C'est que vous avez une multitude d'argent disponible, puisque les obligations des États sont rachetées par la Banque centrale. Donc là, il y a des liquidités dans le système. Et les liquidités dans le système, où est-ce qu'elles vont aller? Elles ne vont pas aller dans d'autres obligations, puisqu'elles rapportent peu. Elles vont aller dans des actions et dans l'immobilier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bourse se porte comme un crâne. Et l'immobilier augmente, et on l'a constaté dans la crise. Alors, c'est toujours commenté par les journalistes, par les médias, en disant c'est un scandale dans cette crise, les riches se sont enrichis et les pauvres se sont appauvris. Mais c'est mécanique dans le système avec les taux d'intérêt très bas. Mais si maintenant quelqu'un venait à dire il faut de nouveau faire monter les taux d'intérêt, on vous dirait mais il est complètement fou ce ministre, ce spécialiste, puisqu'on casserait la croissance. Mais il faut être conscient qu'il n'y a jamais de formule miracle dans l'économie et une formule miracle qui permettrait par exemple de garder pour toujours les taux d'intérêt très très bas pour financer l'économie et que ça n'ait aucune conséquence. Merci beaucoup pour ce commentaire. Toujours en termes de financement, une autre voie possible serait de mobiliser l'épargne des ménages, et la question est posée par Daniel. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Sekamal Daniel. Je suis en première année de Master Finance pour recherche. Vous m'entendez bien? Oui, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Alors, Monsieur le Ministre, en tant qu'expert de la finance et en tant que francophile et francophone extérieur à la politique française, que pensez-vous de cette idée? Relancer l'économie française en incitant à la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire inciter et faciliter le transfert de l'épargne des seniors au profit des plus jeunes. Je m'explique. En effet, du constat suivant. La France actuellement hors Covid, d'une stagnation des capitaux, et les jeunes qui ont été exemplaires durant cette pandémie, néanmoins, c'est sacrifié entre parenthèses au profit des seniors. Alors, pourquoi ne pas
régler doublement le problème en incitant fiscalement par une exonération des charges fiscales à court terme, par exemple, des droits de succession et donation des grands-parents au profit des petits-enfants ou arrière-enfants et plus, afin que ceux-ci puissent investir soit dans la consommation ou soit dans la création de nouvelles entreprises, car selon moi, cette mesure pourrait relancer la demande intérieure et la politique d'offre menée actuellement par l'État pourrait justement être soutenue par pourrait répondre à cette forte croissance, à cette forte demande, pardon. Merci. Merci pour la question. Je dois dire que j'ai écouté France Inter ce matin et j'ai entendu que Bercy réfléchit à cette idée. Bruno Le Maire, que je connais maintenant depuis qu'il est ministre, semble favoriser cette approche. Ce n'est pas un luxembourgeois qui va vous dire le contraire, puisque nous avons la chance de vivre dans un pays où, en ligne directe, il n'y a pas de droit de succession. Quel beau pays que ce Luxembourg, où nous considérons que de transmettre le patrimoine qui a été gagné par les parents et les grands-parents doit pouvoir passer à la génération future sans encombre. Bon, c'est une vieille tradition chez nous. Il n'y a pas tellement de pays qui ont cette politique. Donc, je pense en tout cas que dans la période dans laquelle nous vivons, d'envisager au moins des réductions ou des aménagements me paraît extrêmement intelligent. C'est aussi une manière de transmettre du capital effectivement aux générations plus jeunes. Moi, je vois ça d'ailleurs indépendamment du Covid. Vous savez, je n'aime pas tellement, vous l'avez d'ailleurs vous-même mis entre guillemets le mot sacrifié. Vous savez, il y a des solidarités entre les générations et il faudrait en fait les glorifier et les mettre en évidence. C'est parce que nous sommes une société solidaire que nous prenons les mesures que nous prenons. Que se passerait-il si le virus était à l'inverse? Qu'il serait plus virulent avec les enfants, avec les bébés, de 0 jusqu'aux enfants jusqu'à 10 ans. Écoutez, la solidarité jouerait dans le sens inverse. On n'irait quand même pas dire, mais écoutez, bon, les bébés, ils sont à peine nés, c'est pas grave, on va les laisser mourir de toute façon. On serait outrés si quelqu'un disait cela. Là, on a le système inverse. Le système inverse, le virus, il tue plus les personnes vulnérables. Eh bien, on est une société, on est des générations. En fait, plutôt que de dire une génération est sacrifiée, j'en reviens à mon tout début d'introduction. Soyons positifs sur le sujet. Au lieu de parler de jeunesse sacrifiée, pourquoi ne pas parler de la beauté, de la solidarité qu'organisent tous les États, en Europe en tout cas, entre toutes les générations? Au lieu de parler que du côté, oui, voilà, pendant un an, la vie estudiantine n'est pas ce qu'elle était avant et n'est pas ce qu'elle sera, je l'espère, à partir de l'année prochaine. Ben voilà, ça fait partie des accidents de parcours et de pouvoir les résoudre en toute solidarité, ben c'est formidable. Et l'idée que vous préconisez, madame, et que je crois le ministère des Finances français s'apprête peut-être à mettre en œuvre, est une très bonne chose parce qu'elle souligne quelque chose de positif entre les générations. Et c'est cela dont nous avons besoin. Et donc, oui, je pense que c'est une très bonne piste. Merci. Donc, on a beaucoup parlé d'économie, de financement des plans d'aide. Vous avez abordé dans votre intervention la transition verte. Évidemment, certaines questions tournent autour de ce thème. Et la première porte sur le marché du carbone et est posée par Mathieu. Alors, bonjour, Monsieur le Ministre. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, moi, je m'appelle Mathieu Brie, je suis étudiant en première année du Master Finance de l'Université Paris-Dauphine en formation initiale. Et je vais vous poser une question qui se porte sur le marché du carbone. Donc, on va dire que
Précédemment, il était situé sur le marché de Londres. Là, on a vu une relocalisation sur le marché d'Amsterdam. Est-ce que ce transfert amènera-t-il l'Europe et le Royaume-Uni à diminuer leur coopération sur les politiques mises en place pour une économie plus verte? Est-ce que justement, ça va réduire cette coopération? Au contraire, malgré un Brexit, il y aura toujours une coopération entre ces deux membres, c'est-à-dire l'Union européenne et le Royaume-Uni. Merci à vous. Merci, très bonne question qu'on peut d'ailleurs élargir. J'ai bien fait parler du Brexit un peu plus longuement en introduction. Je vais d'abord répondre donc à la question précise et puis je vais élargir. La réponse est que est-ce qu'il est dans l'intérêt du Royaume-Uni sur cette question de faire bande à part? À mon avis, non. Parce que si vous voulez, si vous considérez, si un pays considère, si une entreprise considère que réduire l'émission de CO2 ne l'intéresse pas, eh bien, elle fait une erreur, en Europe en tout cas, une erreur stratégique immense. Parce qu'elle va être en concurrence avec des entreprises qui émettront moins de carbone. Et vu que l'atteinte des objectifs climatiques est bien ancrée dans nos lois, eh bien celui qui décide de jouer en dehors des clous, ben, il va être pénalisé, que ce soit par des taxes, que ce soit par toute une série de mesures qu'un pays peut décider, que l'Europe peut décider, sans parler des risques que ces produits puissent être exclus de certains marchés. Je pense par exemple à la Carbon Adjustment Tax que l'Europe est en train de vouloir mettre en place, justement sur l'acier, en disant nous allons peut-être, je ne sais pas décidé, mettre en place une taxe autour de l'Union européenne, une taxe pour les aciers qui sont importés de pays qui, justement, produisent plus de CO2 par tonne d'acier. Et là, vous comprenez très bien que donc, si vous faites le choix de négliger les accords de Paris, la réduction de CO2, vous vous exposez à des conséquences de ce genre. Deuxième chose, ceci vaut pour le Royaume-Uni, pour plein d'autres sujets. Je pense par exemple à la finance verte. Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Royaume-Uni, a été un des plus grands enthousiastes de la finance durable. Et la Banque d'Angleterre est parmi les plus avancées. Croyez-vous vraiment que parce qu'ils sortent de l'Union européenne, ils vont plus le faire? Mais bien sûr qu'ils vont le faire et ils vont continuer à le faire. D'ailleurs, un autre champion de la réflexion sur la finance verte ou la finance digitale est la Banque centrale chinoise. Rien qu'en entendant cela, on réalise que la manière de poser la question, et on le fait beaucoup en Europe continentale, on le fait particulièrement beaucoup en France, de dire, voilà, maintenant que les Anglais sortent, ils vont s'affranchir de toutes les règles européennes, comme ça ils font ce qu'ils veulent, et on suppose que leur intérêt serait de violer les règles climatiques, de violer les règles fiscales, par exemple, en se détachant des règles BEPS de l'OCDE, etc. Je crois que c'est complètement sous-estimé les tendances internationales qui sont en cours et qui sont dans l'intérêt des pays eux-mêmes. C'est pour ça que je plaide, et c'est en ce sens ma réponse est plus générale que votre question, lorsque je l'ai dit, mais on a besoin d'un dialogue structuré avec le Royaume-Uni, non pas parce qu'on a envie de les punir ou parce qu'on pense qu'ils vont faire n'importe quoi, mais parce que c'est leur intérêt et le nôtre qu'on avance dans la même direction, et je suis confiant que cela se passera, outre les soubresauts qu'on a d'incidents diplomatiques, par exemple sur les vaccins avec le Royaume-Uni. Je peux vous dire, si le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, la véhémence des accusations entre les deux pays ne serait absolument pas la même. On discuterait avec le Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe avec AstraZeneca, écoutez, soyez raisonnables, etc. Mais comme ils sont dehors, voilà, on sent cette agressivité, voilà un pays qui ne veut pas nous exporter de l'AstraZeneca, mais c'est amplifié par le fait qu'ils sont sortis. Alors, il ne faut pas réagir comme ça. C'est notre intérêt de travailler avec cette grande île qui est en face de la France, de la Belgique et des Pays-Bas,
qui est, si je ne me trompe pas, qui était la troisième économie de l'Union européenne, qui est extrêmement internationale, et nous avons intérêt à utiliser cette économie comme tremplin vers le reste du monde, comme elle a intérêt à utiliser le continent européen et le marché unique comme tremplin dans l'Union européenne. Merci. Nous avons une seconde question de Lucas sur le réchauffement climatique. Oui. Moi, ma question, elle va porter, donc, comme l'a dit M. Darol, sur le réchauffement climatique et sur finalement l'état des lieux de notre société, disons, aujourd'hui et dans disons jusqu'à la fin du siècle. Météo France parle d'un réchauffement de plus 4 degrés d'ici 2100 si on n'agit pas. On sait aussi qu'il y a des crises migratoires qui ont déjà lieu et qui vont s'amplifier dans les 20 prochaines années. Comment l'Europe peut aujourd'hui constituer une partie de la réponse? Est-ce qu'elle a les moyens de le faire? Est-ce qu'elle doit évoluer pour le faire? Et là, c'est mon âme de jeune citoyen qui va parler. Nous, on a le sentiment que ça n'avance pas assez vite. Alors, c'est peut-être parce qu'on est jeune qu'on ne sent pas, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on va à la bonne vitesse? Est-ce qu'il faut accélérer la cadence? Et finalement, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Pour la question, le son n'était pas très bon. Vous trouvez, et vous pouvez peut-être réagir, est-ce que j'ai bien compris que vous pensez que le défi climatique est beaucoup plus important encore que ce qu'on dit parce que les températures ont augmenté beaucoup plus vite et que l'Europe veut être un acteur majeur dans cet objectif de réduction, mais qu'on ne se donne pas suffisamment de moyens pour le faire? C'est bien ça votre question? Je ne sais pas si on ne donne pas suffisamment de moyens. C'est la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de moyens qui sont alloués à cette lutte? Oui. Je pense que la pandémie a été un révélateur et un catalyseur. Alors, je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui ont fait un peu de chimie, j'imagine que oui. Vous vous rappelez un révélateur en chimie, je ne sais pas que c'était ma matière préférée, mais je m'en souviens. Vous aviez une pipette et c'était tout blanc. Et le professeur de chimie dit maintenant je vais mettre du phénol, je ne sais plus quoi, dedans. C'est un révélateur. Et si ça devient bleu, ça veut dire qu'il y a du phénol dedans. Voilà, c'est le révélateur. Et puis il y a le catalyseur qui est, voilà, j'ai une matière ici, une autre matière là, je les mets ensemble, est-ce que ça va marcher? Constat, il ne se passe rien. Mais si je chauffe, dans ce cas-là, c'est le catalyseur, si je chauffe, il se passe une réaction et hop, j'ai du fer, voilà, par exemple. Eh bien, la pandémie, c'était exactement ça. Elle a révélé nos faiblesses, toutes nos faiblesses de tous les pays, etc. Elle a révélé, et ça c'est très très important, que l'activité humaine a un impact majeur sur le réchauffement climatique. Alors vous allez me dire, monsieur le ministre luxembourgeois, il est d'une trivialité incroyable. Pourquoi il dit ça? Moi je dis ça parce qu'il y a sur Terre des milliards de climato-sceptiques. Des milliards de gens qui n'y croient pas. Alors, ce n'est pas le cas en Europe. La majorité des gens sont convaincus que l'activité humaine a un impact. Aux États-Unis, c'est une minorité. Dans le reste du monde, je ne le sais pas, mais c'est une minorité aussi. Nous avons eu un test grandeur nature à cause des fermetures de l'économie, que si on ferme partiellement ou totalement les économies, eh ben, les fleuves redeviennent plus propres, l'air qu'on respire est meilleur, la nature reprend ses droits. Mais c'est formidable qu'il y ait eu ça. Parce que les climato-sceptiques ont perdu. On a eu la preuve réelle que c'est l'activité humaine qui cause une grande partie de la pollution. Alors vous allez me dire, vous le savez depuis longtemps. Très bien. Et bien maintenant, on est encore plus nombreux à le savoir. Révélateur. Catalyseur. On se rend compte qu'il ne faut pas perdre de temps. Vous l'avez dit vous-même, il y a un risque de réchauffement de 4 degrés. Alors, il y a des gens qui trouvent ça pas du tout grave, mais parce qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit il faut sauver la planète, c'est pas même si j'aime beaucoup la phrase du président
Macron, make the planet great again. C'est peut-être la meilleure phrase qu'il ait jamais dite. Certainement en anglais, c'est la meilleure phrase qu'il ait jamais dite. Mais en fait, ça donne l'illusion aux gens, à vous, à nous, qu'on a le choix. La planète va survivre au réchauffement de 4 degrés. C'est l'être humain qui ne va pas survivre. C'est très simple encore ce que je dis là. Mais dans la tête de beaucoup de gens, c'est pas évident du tout. Ils disent, si on va s'en tirer, on va gagner plus d'argent avec 3 degrés, c'est pas grave. Mais non, c'est l'être humain. Donc voilà, il faut se rendre compte de ça. Alors, est-ce qu'on fait assez? Mais bien sûr qu'on ne fait pas assez. Il faut faire plus. Mais dans ce il faut faire plus, je rajoute tout de suite qu'on sort en le faisant mieux et plus vite et plus à fond que les autres régions du monde, on sera plus compétitif. Je crois fondamentalement que, pour revenir à la question sur le carbone de M. Brahim, les CO2, si nous inventons une manière de faire, et je sais qu'il y a des recherches en cours pour faire de l'acier avec de l'hydrogène, il n'y a plus, avec une technique d'hydrogène, ne me demandez pas des détails, je n'étais pas bon en chimie et pas bon en physique, on va réduire, on va pouvoir faire de l'acier sans émission de CO2. Mais moi, je crois que c'est révolutionnaire. Si on arrive à faire ça, ben, tous ceux qui ont des hauts fourneaux de par le monde en 10, 20 ans risquent d'être mis hors concours. Parce qu'on leur dira, vous continuez à polluer, on ne peut plus acheter de votre acier. Donc, je veux dire, il faut mettre de l'argent, il faut mettre des investissements, il faut innover pour éventuellement arriver à cela. J'ai été un peu long et un peu didactique, mais j'espère que vous avez aimé mon exemple de révélateur et catalyseur. Oui, finalement, vous n'êtes pas si mauvais en physique, en chimie. Donc, on a parlé beaucoup d'écologie, en fait, on peut aussi parler de social. Et nous avons pour cela une question de Philippine. Oui, donc en tant qu'étudiante et prochainement sur le marché du travail, moi je voulais plutôt savoir comment et par quels moyens pourrait-on éviter que l'ascenseur social ne reste durablement grippé par cette crise sanitaire, dans le sens où cette crise a creusé les inégalités scolaires et professionnelles entre les plus défavorisés et les plus favorisés. Bonne question. Laissez-moi juste répondre à un appel urgent que je vais rappeler plus tard. Voilà. Donc, je crois, partiellement répondu à la question lorsque j'ai parlé des taux d'intérêt bas et des conséquences que ça a amené sur le creusement des inégalités. Parce que c'est un axe de réflexion qui n'est jamais mis en évidence, malheureusement, mais je pense que ça va venir. L'ascenseur social, il y a plusieurs manières d'y répondre. La première, c'est de dire, si vous voulez faire fonctionner davantage l'ascenseur social, eh bien, il faut qu'il y ait plus de valeur ajoutée. Si vous avez plus de valeur ajoutée, on peut plus distribuer. Alors, ça marche plutôt mieux en Europe qu'aux États-Unis, en ce sens que là, la répartition se fait toujours davantage en faveur des actionnaires plutôt qu'en faveur des salariés. Il faut savoir raison garder et trouver, je dirais, le chemin du milieu. Une chose que personnellement j'aime beaucoup, que j'ai favorisé dans notre pays en prenant certaines mesures fiscales, c'est de faire participer les salariés aux bénéfices des entreprises, en encourageant le paiement d'une partie du profit des entreprises aux salariés à un taux favorable si on le fait de cette manière-là. J'illustre. Vous pouvez choisir de dire à vos salariés, je vous paye 100 et je négocie avec les syndicats, l'année prochaine vous aurez 102. Point. C'est un choix. Et vous faites abstraction du résultat de l'entreprise. Vous qui êtes à Dauphine, vous étudiez les bilans, les comptes des pertes et des profits, vous savez qu'il faut que l'entreprise tourne, il faut qu'elle fasse des profits. Moi, je trouverais beaucoup mieux, pour être très très simpliste, un patron qui dit, écoutez, cette année c'est 100, l'année prochaine ça peut être 103, ça peut être 101, ça peut être 100, on ne va pas descendre en dessous de 100, selon le résultat de l'entreprise.
Est-ce que vous ne croyez pas que ça favoriserait l'ascenseur social, la redistribution? Bien sûr que oui. Et je m'étonne qu'on ne se retourne pas vers cette idée davantage dans toute l'Europe. C'est une idée qui était assez à la mode en France dans les années 60, si je me rappelle bien, mais ça a été mis en œuvre de manière extrêmement bureaucratique. Alors tout le monde a le droit à l'augmentation, ça devient automatique. Non, il faut aussi que ce soit lié à la performance des personnes, et là on comprend que ça rend la chose plus difficile. On pourrait aussi dire la moitié de cette prime sera payée à tout le monde et puis l'autre moitié aux plus engagés, etc. Donc, il faut trouver des moyens de créer à nouveau de l'enthousiasme dans le salariat pour l'entreprise dans laquelle il travaille. C'est donc ça part d'en bas, ça part de la micro-entreprise jusqu'à la grande entreprise. C'est là que moi je trouve qu'on manque de manière générale de dynamisme, etc. Alors vous le voyez souvent dans les PME, j'imagine que les uns et les autres vous en connaissez. Vous avez des patrons qui ont des relations avec leurs salariés qui sont vraiment magnifiques. C'est un win-win. Et puis, vous en avez qui sont conflictuels. Et puis, vous avez des grandes firmes, des multinationales qui ont d'autres dynamiques. Donc, il n'y a pas de réponse univoque à cela. Et puis, finalement, bon, on peut, en tant qu'État, avec la législation sociale, des mesures volontaires, bien sûr, redresser certaines choses, augmenter les allocations familiales, augmenter les retraites, etc. On peut faire ça de manière ponctuelle, mais on ne peut pas le faire de manière durable si on n'a pas créé suffisamment de valeur ajoutée. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de cet exercice de questions-réponses. Nous avons les deux dernières questions qui portent sur la transition digitale. Donc, je vous propose de passer la parole à Mathieu et Pierre qui vont poser les deux questions l'une après l'autre. Elles sont très proches. Et ensuite, Monsieur le ministre, vous répondrez aux deux questions. Donc, Mathieu d'abord. Alors oui, alors, ma question, comme vous disiez, sur le moyen de paiement et rappelle ce que vous avez dit sur Alipay. C'est-à-dire qu'on est dans une période de digitalisation qui a été fortement accélérée par la Covid-19. Et je voulais savoir quel serait, selon vous, l'avenir de la monnaie fiduciaire de la carte bleue en Europe, et est-ce qu'une potentielle disparition de ces moyens de paiement pourrait avoir un impact direct sur l'euro, sur la valeur de l'euro? Merci. Pierre, votre question. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je vous remercie également d'être parmi nous aujourd'hui et de prendre le temps de répondre à nos questions. Je me présente, je m'appelle Pierre Arnaud et suis étudiant en Master 2 Finance, parcours Banque d'investissement et de marché. Ma question concerne les systèmes de paiement en Europe. Avec la fondation par 16 banques européennes de l'Initiative européenne pour les paiements en juin dernier, ainsi que l'adoption en septembre dernier par la Commission européenne d'un nouvel ensemble de mesures sur la finance numérique au travers de son Digital Finance Package, dans quelle mesure la création d'un système de paiement pan-européen, concurrent de Visa ou Mastercard, serait un enjeu de souveraineté européenne? Merci. Oui, ce sont des questions tout à fait intéressantes et justifiées. J'y ai partiellement répondu parce que j'avais lu les questions en avance. Je pense que l'enjeu des cartes de crédit va être décroissant dans le temps. Pour la simple raison que si vous allez en Chine, ou si vous voyez des films en Chine, quand on va déjeuner à 4, les 4 personnes sortent leur téléphone et payent chacun un quart en quelques secondes. Et ça fait déjà quelques années que c'est le cas. Donc là, on n'est plus du tout dans le monde des cartes de crédit. Alors, dans le mot carte de crédit, il y a carte de paiement, il y a carte de crédit. Alors, pour le paiement, certainement, les cartes vont devenir moins importantes. Alors, il y a des systèmes analogues en Europe. Hein. Je ne dis pas que c'est une exclusivité chinoise. On a des systèmes au Luxembourg. Donc, je pense que c'est plus le terrain principal où il faut agir. Le paiement va être révolutionné d'une autre manière avec les fintechs en général qui concurrencent les banques. Les banques ont délaissé le paiement depuis 100 ans. Elles n'ont fait aucun progrès dans la rapidité d'envoi d'argent d'un compte à l'autre.
malgré les ordinateurs, etc. Si vous essayez, bon, je vais être gentil, mais bon, il y a des banques, il y en a beaucoup, partout en Europe, pas seulement en France. Vous allez là et vous leur dites, écoutez, envoyez $1000 à ma cousine aux États-Unis, vous allez perdre 5 minutes et l'argent va être pendant une semaine en l'air ou sous l'eau, nulle part, et une semaine après, votre cousine va recevoir l'argent. C'est délirant. Alors que vous pouvez le faire avec des systèmes de paiement électronique, avec des crypto-monnaies, ou même sans passer par des crypto-monnaies en quelques secondes. Donc, c'est clair que donc là, il y a des changements énormes qui sont en train de se faire. Alors, un point intéressant ici, c'est que ce qui se passait jusqu'à il y a 5, 6 ou 10 ans, c'est que les banques avaient du grand intérêt à faire durer la période de paiement, car les jours de valeur, les 7 jours là où l'argent disparaît, c'était 7 jours de valeur pour la banque. Aujourd'hui, les liquidités ne les intéressent plus puisque les taux d'intérêt sont négatifs, ou presque négatifs. Donc, elles n'ont aucun avantage à faire durer le paiement. Au contraire, leurs clients ne sont pas contents et eux, ils se retrouvent sur les bras avec des liquidités dont ils ne savent pas quoi faire. Donc, ça a complètement changé la perspective. Alors ça, c'est pas durable. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir des taux d'intérêt à zéro pendant 20 ou 30 ans. Je pense que ce n'est pas raisonnable, même si au Japon, ça existe depuis 1990, mais ça a beaucoup de conséquences négatives. Donc, tout ça est en mouvement. Et au-delà de ce que vous avez cité, donc les systèmes de paiement rapides et digitaux, c'est en train de se faire devant nos yeux. Ça se fait par les fintechs. Nous avons d'ailleurs une spécialité ici de fintech au Luxembourg, beaucoup dans le paiement, qui sont à Luxembourg, qu'on a attiré à Luxembourg, parce qu'on a été un des premiers pays à appliquer la législation communautaire sur le paiement existante aux paiements digitaux dès 2014. Ce qui faisait que les entreprises se sont installées ici parce qu'elles avaient un cadre juridique. Elles ne sont pas venues au Luxembourg pour des raisons fiscales, elles ne sont pas venues parce qu'il y avait absence de réglementation, elles sont venues parce que le Luxembourg a inventé une réglementation qui existait, c'est la législation européenne, elle l'a appliquée aux paiements digitaux. C'est intéressant. Avoir une réglementation peut être un avantage compétitif. Bon, ça c'est une chose. Et la deuxième chose qui est fondamentale, puisqu'on est là dans le digital, c'est la monnaie digitale. Alors, il y en a qui existent déjà, ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être la blockchain qui permet de faire des transactions, mais ça peut être plein d'autres choses. Et nous savons que les banques centrales mondiales sont en train de réfléchir à une monnaie digitale garantie par la banque centrale. Alors, le pays qui est le plus en tête là-dedans, c'est la Chine. La Chine va faire des essais cette année du yuan digital. Ils travaillent dessus depuis 5 ans. Moi, je rencontre la Banque centrale chinoise régulièrement. Ils vont faire des essais cette année. La Banque centrale européenne, Christine Lagarde nous en parle régulièrement, est en train de travailler dessus, mais est quand même décalée par rapport à la Chine, qui est bien en avance. Et on est en train de réfléchir à un euro digital. Avantage d'un euro digital garanti par la Banque centrale européenne, vous imaginez l'avantage par rapport à un bitcoin qui est créé, généré un peu de manière incompréhensible et qui a une grande volatilité. Avoir une monnaie digitale construite et garantie sur l'euro, ça va beaucoup changer les choses, mais ça pose une série de questions. Donc, on va voir ça dans les prochains mois. Même en Chine, je pense que même s'ils font des essais, ça va prendre encore du temps. Et ça, c'est le plus gros défi, à mon avis, des années à venir. Je suis content de terminer sur cette question-là parce qu'elle est intellectuellement extrêmement intéressante. Et j'y rajouterai quelque chose pour agiter et animer vos débats d'idées ou vos longues soirées d'hiver, qui serait de débattre de comment cette monnaie digitale va changer le fonctionnement de la finance mondiale, et de 1, et 2, quel impact ça a sur les politiques monétaires des pays. Joli sujet. Merci de nous laisser avec ce sujet pour conclure. Donc, il est temps de finir votre intervention, Monsieur le Ministre.
Je ne vais pas me lancer dans un résumé de tous les thèmes qui ont été abordés dans votre intervention et lors des questions et des réponses aux questions des étudiants. Très rapidement, juste, on a parlé des conséquences du Covid, des aides, de leur financement. Aussi, de façon très intéressante, on a rapidement abordé les aspects environnementaux. Donc, c'est un peu le E de ESG. On a aussi eu la possibilité d'aborder les aspects sociaux, le S de ESG. Et évidemment, en filigrane, avec toutes les questions sur l'Europe, on a beaucoup parlé de gouvernance qui est au cœur de la question européenne. Donc, on voit bien que, pour conclure, on a vraiment l'impression que cette crise est à la fois le révélateur, mais aussi un catalyste de toutes les transitions de notre Europe vers un monde plus ESG. La réponse de nos jeunes étudiants, en fait, ou en tout cas l'incitation de nos jeunes étudiants est d'aller plus vite dans cette direction. Et c'est sûrement, en fait, pour eux, la manière de nous donner, en fait, un chemin pour réfléchir à l'Europe telle qu'elle sera demain. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à tous les étudiants qui ont participé à ce débat. Merci à tous les gens qui ont aussi également assisté à cette conférence. Et je finirai par remercier tous les gens qui ont organisé cette conférence et en particulier Aïda Hamdi. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et Monsieur le Ministre. Merci à vous. Moi, je tiens à vous remercier. J'adore faire ça. J'espère pouvoir le faire une fois en direct. Ce sera encore plus sympathique, même si ça coûtera un tout petit peu plus cher à mon gouvernement. Mais ils peuvent bien faire ça pour moi. Et puis, comme ça, j'aurai l'occasion de vous rencontrer. Bonne chance à vous tous pour votre master. Je crois que vous avez la chance d'être dans une université qui a une excellente renommée. La finance, elle est là pour rester. Elle évolue énormément et très vite, beaucoup plus vite qu'elle a évolué au cours des 100 dernières années. Et nous sommes à la veille d'une révolution monétaire dont on vient de parler avec la monnaie digitale. Donc, vous êtes dans un domaine où vous trouverez certainement du travail. Mais n'oubliez pas, il faut se remettre en question toutes les 5 années ou plus tard. Et bonne chance à vous tous et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.